Merci de rester avec nous. C'est la seconde partie de New World Forum. Présidentielle 2020 au Togo, la cause de l'opposition est-elle entendue? C'est le sujet du jour. Et nous en parlons avec Maître Mohamed Tchassona Traoré, qui est le président d'un parti d'opposition au Togo, le MCD, le Mouvement citoyen pour la démocratie et le développement. Merci, Maître Tchassona Traoré, d'être avec nous, de rester avec nous. Non, c'est un plaisir de partager avec vous. Les élections présidentielles en 2020, on parle de février ou de mars, autant dire que c'est dans 4-5 mois au plus. C'est pour bientôt. Hein. Est-ce que c'est déjà joué pour l'opposition? Non, rien n'est joué. Vous savez, je m'inscris en faux. Vous savez, le régime actuel reste toujours en place, pas parce qu'il est aussi populaire que ça. C'est parce qu'il y a deux facteurs qui influent négativement sur nos scores et qui favorisent ce régime à toujours être en place. Le premier facteur, on l'a évoqué un peu dans la première partie, c'est que beaucoup de Togolais en situation normale n'aiment pas aller s'enrôler sur les listes électorales. Le deuxième facteur, lorsque les élections approchent, vous entendez de ces sons de cloche-là qui disent que les choses sont jouées d'avance, que c'est perdu, ce qui amène nos compatriotes à un défaitisme lors des jours de scrutin, à rester chez eux, à boycotter, à ne pas aller voter, et qui fait que le régime sort parce qu'il arrive à mobiliser son électorat en loin et en large, et qu'il maîtrise. Malheureusement, lorsque des gens s'abstiennent, vous prenez toutes les élections qui se sont déroulées depuis 90 à ce jour, vous verrez que la marge de victoire du parti au pouvoir n'a jamais dépassé les 1 500 000 voix. C'est toujours entre 1 million et 1 million 200 000. Toutes les fraudes, tout ce qu'on peut reprocher au régime inclus. C'est avec ça qu'ils arrivent à faire le meilleur des scores. Parce que beaucoup de Togolais, le jour du vote, s'abstiennent d'aller voter. Alors ça, c'est les deux facteurs clés qui font que nous perdons. Si les Togolais se ressaisissent pour les 3 jours, nous voudrions bien sûr que ça aille plus loin. Des gens se mobilisent à aller se faire recenser. Et que le jour du vote, ils se mobilisent pour minimiser l'impact de l'abstention. Il y a de fortes chances que le miracle se produise. Prenez l'exemple tout récent que je connais dans ma localité où j'étais candidat pour les locales. Malgré que les gens ne soient pas allés se recenser, la commune 1, Tchaoudjo 1, il y avait 68 000 inscrits sur les listes électorales. Le jour du vote, parce que des gens ont appelé les populations à ne pas aller voter, que c'était joué d'avance, beaucoup ont écouté ça, sont restés chez eux, ne sont pas allés voter. Il y a eu 20 000 qui se sont déplacés pour aller voter sur les 68 000 inscrits dans cette commune-là. Sur les 20 000, il y a eu 1 500 bulletins nuls, donc 18 500 bulletins actés. UNIR s'en est sorti avec 11 000 voix, c'est-à-dire que malgré tout ce qu'on peut supposer qu'au niveau du UNIR, de fraude, de tout ce qu'on imagine, il n'a pu mobiliser que 11 000 voix. Même si les 68 000 personnes étaient allées voter, UNIR n'aurait pas fait meilleur score que les 11 000 voix. Ça a permis à UNIR d'obtenir 12 sièges sur les 19. C'est-à-dire que sur 18 500, parce que les gens s'étaient abstenus, UNIR a pris à peu près 11 000 voix pour avoir 12 sièges, et le reste des listes est partagé, le reste du suffrage. Supposez que sur les 68 000, au moins 60 000 s'étaient déplacés pour aller voter, UNIR n'aurait même pas eu un seul siège dans cette commune. Donc, l'abstention joue beaucoup contre nous. Si nous voulons l'abstention, le premier candidat qui joue contre l'opposition. Contre l'opposition. C'est là-dessus qu'il faut que les gens se réveillent. On ne peut pas vouloir une chose et son contraire. C'est comme le cultivateur qui n'a qu'un champ, une parcelle qui nourrit lui et sa famille, sous prétexte que des gens s'invitent dans son champ pour voler et saccager sa culture. Il dit, dans ce cas, je ne vais plus aller cultiver, j'abandonne le champ à des voleurs, mais ils vont faire ce qu'ils veulent. On n'a pas joué à ce jeu-là. Que les Togolais cessent ce jeu, parce que c'est ça qui joue contre nous. Si le peuple togolais se réveille, les 3 jours là, même si c'est 3 jours
On fait pression pour que tout le monde puisse être enrôlé dans les 3 jours, augmenter le nombre d'inscrits sur la liste électorale et que le jour du vote, les gens se déplacent massivement pour aller voter. Il y a de fortes chances qu'on aille au deuxième tour, qu'au deuxième tour, le régime là va tomber. Donc, ça, c'est une question de probabilité, c'est des règles de mathématiques. Il faut que le peuple se réveille, qu'on cesse de jouer, de se laisser aller à ce fatalisme-là, qui croit que les jeux sont déjà faits. Non. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Parce que jusqu'en 2005, pour les élections au Togo, la participation a été toujours forte, hormis les législatives de 2002. Qu'est-ce qui s'est fait? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est toujours que, vous savez, le régime, il joue sur tous les tableaux. Ce discours qu'on entend à travers les réseaux sociaux, parfois même sur les médias. Les réseaux sociaux sont récents? Oui, mais depuis là, c'était sur les médias. Parfois même, ils financent des groupes de gens qui infiltrent les jeunes dans les quartiers pour dire, écoutez, ces élections-là, ils ont déjà gagné d'avance. À quoi ça sert d'aller voter? Ça participe de leur stratégie. Pourquoi vous attribuez cette stratégie au pouvoir? C'est eux qui ont intérêt. C'est eux qui ont intérêt. On entend certains leaders de l'opposition, des gens... Malheureusement, ils jouent. Ça c'est un discours. Ça dit, si les gens de l'opposition jouent à ce jeu-là, ils se font harakiri eux-mêmes. Il faut plutôt encourager le peuple à aller vers... à aller voter. Vous savez ce qui a fait la différence en Gambie pour faire tomber la dictature en Gambie? Le fichier électoral était querellé. Il y avait des revendications par rapport à la bonne tenue des élections, mais c'est la mobilisation du peuple le jour du vote qui a fait balancer, qui a fait changer la donne au niveau de la Gambie. Donc ce n'est pas joué d'avance. C'est à ces 2 niveaux-là qu'il faut que nous agissons. Il y a encore un autre facteur aujourd'hui. Pour une fois, le gouvernement accepte que la diaspora vote. Mais il faut qu'on attire l'attention de notre gouvernement. Heureusement que la loi n'est pas encore votée. Peut-être dans la semaine prochaine, il faut qu'il redresse la barre. Nous ne pouvons pas comprendre qu'on puisse édicter un certain nombre de conditions pour nos compatriotes de l'extérieur pour pouvoir être enrôlés sur les listes électorales. Dire qu'il faut pouvoir s'inscrire 6 mois avant au niveau des consulats, avoir sa carte consulaire avant de s'inscrire sur une liste électorale, ça fait 2 poids 2 mesures. Alors qu'au Togo, il y a des gens qui n'ont même pas leur pièce d'identité, qui s'inscrivent sur simple témoignage. Pourquoi faire plusieurs, c'est-à-dire cette différenciation des Togolais? Les Togolais sont égaux. La loi n'est pas encore votée, donc... C'est un appel que nous faisons. Ce n'est pas normal. Ces conditions qu'ils ont mis dans le projet de loi. Dans le projet de loi du gouvernement. Il doit pouvoir changer ça. Nous sommes étonnés que beaucoup n'en parlent pas, mais il faut que un Togolais, où qu'il soit, reste un Togolais. S'il peut apporter la preuve de sa nationalité togolaise, qu'il est un Togolais, ça suffit, quelle que soit l'époque de son arrivée, le moment de son arrivée sur le territoire considéré, pour qu'on l'enrôle sur les listes électorales. Oui. Donc vous avez évoqué la faible participation comme jouant contre l'opposition, mais est-ce qu'il ne faut pas nuancer cette faible participation dont vous parlez? Elle n'est pas générale. Elle ne concerne pas toutes les régions du Togo. Oui, on vous le conseille. La faible participation, c'est surtout dans la partie sud du pays. Non, pas forcément. Quand je vous parle, Sokodé n'est pas dans la partie sud du Togo. C'est au centre du Togo. Donc ce que nous disons là... Sokodé a son histoire aussi. Ce que nous disons, c'est à tous les niveaux que ça se joue. Mais la participation, généralement, est plus forte dans la zone septentrionale. Dans la zone septentrionale, la participation parfois... Combien de personnes il y a au nord? La population du Togo est beaucoup plus dense au sud qu'au nord. Donc, vous comprenez que quand on joue toujours cette règle de la probabilité, les chiffres sont plus élevés au sud qu'au nord. Donc, ce que nous disons dans l'absolu, il faut que les Togolais, où qu'ils se trouvent, se mobilisent à ces 2 niveaux-là, au niveau du recensement et le jour du vote, que des gens aillent massivement voter. Maître Chassola, il y a un paradoxe, parce que pendant longtemps, on vous a entendu dire au sein de l'opposition que le peuple est avec vous, que c'est vous le peuple. Mais comment se fait-il que quand les élections viennent, ce peuple-là ne s'aligne pas derrière vous? Ce que nous disons, c'est souvent ce discours qui se développe au moment des revendications pour dire s'il n'y a pas ça, on n'ira pas aux élections. On pose des conditions, le peuple croit. On dit si le gouvernement ne fait pas ci, il n'y a pas élection.
Et le jour du vote, vous vous présentez. Ce peuple-là est désabusé. Il dit, mais ces gens-là, ils nous prennent pour des imbéciles. C'est pour ça qu'il faut savoir articuler ces revendications de manière intelligente, de faire en sorte que l'autre camp, le camp d'en face, n'utilise pas la nature de vos revendications contre vous. Malheureusement, c'est ce qui se passe. Il y a ça, et il y a également que les autres aussi travaillent pour que l'abstention soit aussi élevée que ça, parce que ça les arrange. Ils ont un électorat qu'ils maîtrisent. Ils maîtrisent ou ils achètent. On peut mettre tout dedans. Hein? On peut parler de fraude, tout cela mis ensemble. L'affaire, c'est l'autre. Hein? Non, ce que nous disons, il faut voir les moyens qui mobilisent, le pouvoir mobilise. Donc tout ça, ça pose un problème au niveau des élections. Donc nous devons revoir notre discours. L'offre politique que nous faisons doit être adaptée et faire en sorte que le peuple nous suive de bout en bout. On ne peut pas dire au peuple, si nous ne prenons pas ça, on n'ira pas à l'élection. Et le jour de l'élection, on est là alors qu'on ne l'a pas obtenu. On décourage une partie des gens qui disent, mais écoutez, ces gens-là nous prennent pour des abrutis. Et d'autres, on dit, mais les choses sont jouées d'avance, ce n'est pas la peine d'aller à ces élections. Pour le reste, qui sont téméraires, ils disent, mais écoutez, à quoi ça sert alors d'aller à ces élections et rester chez eux? Voilà les discours qu'il faut revoir. Il ne faut pas prendre le peuple pour quelqu'un, un enfant qu'on peut manipuler à sa guise. On doit respecter ce peuple-là, lui dire les vérités. On peut savoir réclamer des choses, mais on n'a pas toute la latitude d'obtenir tout ce qu'on réclame. Donc, il faut le comprendre ainsi. Maintenant, poser des revendications aussi maximalistes et aussi impératives et qui nous bloquent nous-mêmes et qui désorientent le peuple, ce n'est pas une bonne chose. Vous pensez que 2020 est encore jouable? Écoutez, je dis que rien n'est joué. Oui, il y a une multitude de candidatures qui s'annoncent. Ça n'a aucune incidence. Pour l'opposition, oui. Est-ce que c'est une force ou une faiblesse pour... Mais ça fait c'est des offres politiques qui viennent. En démocratie, c'est des choses à souhaiter. Les offres politiques, c'est quoi? C'est le discours. Qu'est-ce que chacun pense de son pays? De quelle manière on entend construire le pays? Ça, c'est des offres politiques. Le peuple avisera le mois venu. Ils se trouveront parmi ces offres-là celles qui sont les plus sérieuses et le peuple s'alignera derrière. Donc, pour un scrutin à deux tours, ce n'est pas forcément rédhibitoire pour l'opposition qu'il y ait plusieurs candidats? Non, ce n'est pas un problème. On ne peut pas le refuser. Bien sûr que nous entendons des gens raconter des histoires parce qu'ils ne savent pas la réalité, disant que c'est parce que le gouvernement finance les élections qu'il y a une multitude de candidatures. Ils ont tout faux. Une élection présidentielle ne se joue pas à 72 millions près. Et là, je voudrais attirer l'attention quand même de la Cour des comptes. Nous ne comprenons pas pourquoi, après les élections de 2015, ils ont réclamé à chaque candidat la production de ses comptes de campagne et que ces comptes de campagne n'aient pas été publiés à ce jour. Des gens auraient pu voir qu'en réalité, les 112 millions, c'est important, mais c'est insuffisant pour organiser une élection. Ça, c'est la première chose. Le code électoral a mis un plancher. On ne doit pas dépenser plus de 500 millions lors d'une présidentielle. Mais pourquoi ne pas publier pour savoir ce que le parti pouvoir met au niveau de l'organisation des élections et sanctionner? Et en plus, l'argent qu'on met à la disposition des candidats, il faut que les gens fassent une reddition des comptes pour savoir que si des gens voulaient faire du commerce sur le dos du peuple, qu'ils remboursent la totalité des sommes qu'ils ont reçues au niveau du Trésor. Donc, c'est des questions qui peuvent être réglées parce qu'on a une Cour des comptes, c'est son rôle. Et il est important qu'avant les élections de 2020, que la Cour des comptes publie les comptes de campagne de 2015 pour situer l'opinion par rapport à ce que chacun a engagé lors de ces élections de 2015. Ce silence-là est interrogateur. Un des éléments qui peut jouer contre l'opposition en 2020, est-ce qu'il faut évoquer le fichier électoral aussi? Parce que ce fichier a été conçu en 2018. Le recensement date de 2018, où à l'époque, on en a largement parlé lors de la première partie, où vous avez appelé au boycott. Oui, ce que nous disons. Nous savions que lorsque le recensement est fait, la suite, c'est des révisions. C'est ce qui est programmé aujourd'hui. Mais pourquoi? Si on avait un moyen plutôt de reprendre langue et de négocier, ce n'est pas une révision sur 3 jours, mais il faut ouvrir cette révision-là parce que le gouvernement a tout intérêt à jouer franc jeu.
pour dire qu'au moins, pour une fois, j'ai gagné à la loyale. Mais pourquoi vouloir ruser avec les faiblesses de l'opposition, jouer avec ce peuple-là? Finalement, pourquoi l'opposition doit afficher ses faiblesses? Non, les faiblesses, c'est ça. Nous avons appelé au boycott. Au jour d'aujourd'hui, ça nous rattrape. Il ne peut pas tirer avantage de ça, parce que ça se retournera toujours contre lui. Oui, parce que les récriminations, le rejet. Vous dites à une équipe sur le terrain, l'autre a laissé le. Non, c'est lui le maître du jeu. Donc il ne faut pas. C'est eux qui gouvernent. C'est eux qui gouvernent. Ils ont une obligation à la fois constitutionnelle et morale, de faire en sorte que les jeux soient clairs. Lorsqu'ils ne le font pas, ils sont en faute. Ils doivent faire en sorte que... Ils ont aussi le droit de profiter des fautes de l'adversaire. Non, et à ce niveau-là, ce n'est pas normal. On serait dans un pays normal que ces situations-là n'auraient pas perduré. Mais nous sommes au Togo. Ce que nous disons, le gouvernement a tout intérêt à faire en sorte que même si demain, le candidat de UNIR gagne ces élections-là, que tout le monde puisse l'acclamer pour dire qu'il a gagné à la loyale. Or, ce n'est pas le cas. Donc, ils ont intérêt aujourd'hui à modifier les règles du jeu. S'ils sont aussi populaires, comme ils le disent, s'ils ont tout le peuple avec eux, comme ils le disent, alors qu'ils ouvrent le champ, qu'ils modifient, qu'ils voient les règles du jeu pour que tout le monde soit satisfait au départ sur ces règles du jeu. Qu'est-ce qu'il dit aujourd'hui si on ouvre ces révisions électorales sur 2 semaines, 3 semaines? Qu'est-ce qui dit que l'opposition ne va pas appeler de nouveau au boycott? Non, je n'ai pas la certitude qu'après ce que nous avons connu, qu'il y a un seul leader qui demandera encore le peuple de ne pas aller se recenser. Ça, je ne suis pas certain. Est-ce qu'on peut être certain avec l'opposition togolaise? Non, je n'ai pas la certitude qu'un seul leader osera encore demander au peuple de ne pas aller se faire enrôler. Donc, est-ce que vous pensez que Faure Gnassingbé légitimement doit être candidat en 2020 ou peut être candidat en 2020? Non, moi, comme je le disais à un de vos confrères dans une interview que j'ai dit la dernière fois, vous savez, nous entendons des sons de cloche où il dit qu'il faut empêcher la candidature de Faure Gnassingbé par un soulèvement populaire, par tout ce qu'on veut. Malheureusement, nous avons ceux qui le disent, nous ne doutons pas de leur bonne foi et de leur volonté de faire, mais qu'ils le fassent. Nous avons aujourd'hui, avec les événements récents, nous avons une constitution qui a été modifiée. Le monsieur se dit, écoutez, rien ne me bat la route. Mais nous disons, la seule chose, comme vous le demandez, légitimement, il appartient à ce dernier de se dire, écoutez, j'ai fait déjà 15 ans de pouvoir, je vais laisser la place à quelqu'un d'autre. Parce que je ne suis pas le seul intelligent, je ne suis pas l'alpha et l'oméga. Beaucoup d'autres peuvent faire mieux que moi. Il peut se le dire et se retirer. Dans son parti, on ne peut pas dire qu'à UNIR, ça ne regorge pas de personnalités aussi importantes qui puissent continuer son œuvre, si jamais UNIR venait à gagner. Mais tout cela, ça pose des problèmes à leur niveau. Et c'est à eux de prendre une telle décision. Mais ce n'est pas le cas. Mais dire que, bon, voilà, le peuple doit se soulever pour barrer la route, je ne sais pas de quelle manière, mais qu'il le fasse. Ceux qui veulent le faire, qu'ils le fassent. Mais il dit que ce n'est pas la bonne démarche. La meilleure des démarches, c'est ce que nous préconisons autour de ce plateau, que le peuple se mobilise pour aller se faire recenser massivement, que le jour de vote, on minimise l'impact de l'abstention. Je crois que le miracle se produira. Le peuple fera sa révolution dans les urnes et barrera la route à un 4e mandat de Faure Gnassingbé. Oui, mais Faure Gnassingbé, s'il est candidat, est-ce qu'il peut trouver un candidat à sa taille en face? C'est quoi la taille? Nous, écoutez, l'expérience d'homme d'État, il a fait ses preuves. Ce que nous disons, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. Vous croyez que dans les autres pays où les chefs d'État font 1 ou 2 mandats, s'en vont, là, il n'y a pas d'autres personnes qui viennent les remplacer et se faire aussi. On dit un arbre en cache un autre. Qui part, il verra qu'il y a mieux que lui. Il peut y avoir pire que lui. Bon, on avisera, il n'y aura jamais pire. Il y aura toujours meilleur. Parce que nous avons vu dans les pays où il y a l'alternance, quand quelqu'un vient faire quelque chose, tous ceux qui viennent veulent le surpasser. Voilà ce qui se passe et ces pays-là avancent. Allez au Ghana voir ce qui se passe. Au Bénin, aujourd'hui, je revenais de Cotonou seulement il y a 2 jours, vendredi. Talon inscrit aujourd'hui son mandat au niveau de certains nombres d'actions pour dire, écoutez, moi, on a dit que Boni Aïe a fait beaucoup de choses, je veux faire plus que lui. C'est comme ça que ça se passe. On sait ce que les Béninois disent aussi du président Patrice Talon. Nous savons également tout ce qu'on dit de lui.
Mais nous disons sur le terrain, voilà, il veut également le surpasser et faire ce qu'il Je peux vous multiplier les exemples en Guinée où un opposant n'a plus le pouvoir. Bon, On sait qu'on en est. c'est regrettable. à des tentatives Le de cas de la Guinée reste aujourd'hui assez énigmatique. Parce que pour quelqu'un qui a longtemps fait l'opposition, qui arrive au pouvoir, qui se considère toujours comme opposant à lui-même, ça cause problème. Peut-être que l'âge aussi en est pour quelque chose. Donc, vous pensez qu'au sein de l'opposition, il peut y avoir des candidats capables de rivaliser avec... Tous ceux qui seront candidats ont certainement une offre politique pour ce peuple. Ben, c'est ce qu'on reproche souvent. On dit qu'en face de Faure Gnassingbé, il y a, entre guillemets, rien. C'est ce qui se dit. Mais c'est eux qui le disent. Mais comment on peut prétendre qu'il n'y a rien? Mais écoutez, n'insultez pas l'intelligence humaine. Qu'est-ce qu'on en sait? Donnez la chance égale à tout le monde, vous verrez qu'il y a meilleur. Il y a meilleur, il y a toujours en chaque homme quelque chose, une qualité, et qui ne peut être célébré que lorsqu'on la met à l'épreuve. Laissez les gens arriver, créer les conditions normales, où vous verrez que Faure Gnassingbé a beau être ce qu'il est, ses qualités, certainement qu'il y a d'autres qui sont plus à même de faire ce travail que lui. Lui-même le sait. En tant qu'humain, il ne se prétend pas être un dieu. Il n'est pas l'alpha et l'oméga. Il est humain. Et ça, il doit le savoir, que Dieu a doté à chaque personne des qualités et que lorsqu'on ne les met pas sur le terrain, on ne peut pas savoir ce qu'elle vaut. Vous pensez à qui particulièrement parmi les prétendants, les présidentiables? Tous ceux qui vont s'exprimer demain, je n'ai pas besoin de classifier, de classer les candidats demain à l'élection présidentielle. Tous ceux qui ont eu à être investis par les partis ont certainement quelque chose à donner à ce peuple. Quelque chose à donner à ce peuple, est-ce que ça suffit pour présider aux destinées d'une nation? Mais écoutez, à une époque, qu'est-ce que vous en savez? Pourquoi des menaces sécuritaires, pourquoi vous présumez déjà que ces gens n'ont rien à donner? Non. Qu'on donne les mêmes chances aux gens, vous verrez qu'il y a peut-être mieux. Et vous, est-ce que vous êtes candidat pour 2020? Nous aurons un congrès dans les prochains jours et mon parti avisera. On sait comment les congrès se déroulent. Mais écoutez, vous savez si vous êtes candidat je ou ne suis non, pas déjà. candidat indépendant. Si je dois être candidat à cette élection, c'est au parti de décider. Je vous dis qu'on aura un congrès dans les prochains jours et semaines. Je crois que tout le monde sera Est-ce servi. que vous êtes candidat à la candidature? Tout cela, je laisse le congrès en décider. Pas le congrès, puisque là, c'est une question personnelle. Non, pour le moment, je ne voudrais pas influencer les choix à l'intérieur du parti. S'il y a d'autres, ce n'est pas une question de choix. C'est ce que je vous dis. Je vous dis, si vous allez soumettre votre candidature quand on sera au congrès, en fonction de ce qu'il y a, vous serez très prochainement informé. Est-ce que ce n'est pas tard pour vous de vous déclarer? Nous sommes à 4, sinon même parfois à 3 mois de l'élection présidentielle. Non, ce n'est pas tard, ce n'est pas tard. C'est une question de timing. Et puis, écoute, une élection, ça s'organise. Nous sommes en train de nous préparer sur le terrain, on verra bien. Au sein de votre parti, voilà. Vous avez des figures capables de se mettre dans le manteau de président? Pourquoi pas? M. Chassona n'est pas l'alpha et l'oméga non plus. Mais vous qui avez déjà été candidat une fois, est-ce que ce n'est pas si mes compatriotes, plus simple si mes compatriotes, mes militants pensent que M. Chassona peut encore faire cette expérience-là et qui m'offrent leur chance de me soutenir, pourquoi pas? Donc je ne peux pas présumer déjà de ce qu'ils peuvent décider. Par respect. Les conditions d'organisation des élections, qu'est-ce qu'il faut changer selon vous? Il faut revoir, comme je l'ai dit, pour les Togolais de l'extérieur, il faut que la règle soit la même pour les Togolais de l'intérieur comme ceux de l'extérieur. Mais il ne faut pas quand même se féliciter d'abord. Non, c'est une bonne démarche. Parce que ça a été pendant longtemps le slogan de l'opposition. Mais il ne faut pas non plus biaiser. Si on veut faire quelque chose, il faut le faire bien. On ne peut pas édicter des conditions différentes pour ceux qui sont à l'extérieur de celles qui sont en cours à l'intérieur. Mais ça ne peut pas être la même chose à l'extérieur, vous pensez? Pourquoi Ils sont Togolais. Qu'est-ce qui fait leur faire Ils sont Togolais, mais dans un autre pays, sur un autre territoire. Et alors
C'est pas parce qu'ils sont dans un autre pays qu'ils cessent d'être Togolais. C'est leur seule qualité de Togolais qui importe. Le gouvernement a cette obligation, c'est ce qui fait partie, on appelle ça de la compétence personnelle, de les accompagner, de les suivre, de les protéger où qu'ils soient et de leur donner les mêmes chances que ceux qui sont à l'intérieur du pays. Qu'est-ce qui vous dérange dans la proposition du gouvernement? Ces conditions qu'on a édictées, qu'il faut pouvoir avoir sa carte consulaire 6 mois avant l'enrôlement, c'est une condition qui est unique. Ça n'a pas son sens. Pour être candidat, pour être électeur, on n'a pas besoin, c'est-à-dire un électeur n'a pas besoin d'édicter des conditions aussi draconiennes. Il faut laisser la chance à tout le monde, tous les Togolais qui sont à l'extérieur, d'aller s'enrôler sur les listes électorales. Sans carte consulaire ou... Mais ça sera l'occasion en même temps d'obtenir sa carte consulaire. C'est-à-dire que la personne peut faire d'une pierre deux coups. Quand il vient s'enregistrer sur la liste électorale, il peut en même temps obtenir sa carte consulaire. Donc c'est le délai qui vous dérange? La condition même est dérangeante. On ne peut pas subordonner l'inscription sur une liste électorale consulaire à l'obtention préalable 6 mois avant d'une carte consulaire. Pourquoi ça? Qu'est-ce qui le justifie? Rien. Parce qu'ils sont Togolais avant tout. Même si les gens vivaient dans le pays et qui n'étaient pas allés prendre leur carte consulaire, à l'occasion des élections, ça leur donne en même temps l'occasion de faire d'une pierre deux coups. En même temps qu'ils s'inscrivent sur la liste électorale, ils prennent leur carte consulaire. Au lieu de demander qu'ils viennent, il faut qu'ils aient leur carte 6 mois avant. Non, ce n'est pas normal. Et que la deuxième condition pour les Togolais de l'extérieur, il ne faut pas créer des conditions de Togolais de plusieurs zones. On sait que le Togo n'a pas de représentation consulaire ou des ambassades dans tous les pays, mais il y a toujours des pays qui défendent les intérêts de notre pays. Dans ces ambassades-là, même s'ils sont 3 ou 4 Togolais dans un pays déterminé, ils peuvent aller à ce niveau-là, s'inscrire et voter. Il ne faut pas créer, il faut un minimum de Togolais par zone pour pouvoir créer un bureau, c'est-à-dire une commission électorale consulaire. Ce n'est pas normal. Ça, c'est pour les Togolais de l'extérieur. Oui. À l'intérieur du pays, exactement, il faut qu'on revoie les conditions d'organisation des élections. C'est-à-dire, je ne peux pas comprendre qu'aujourd'hui, les partis qui sont à la CENI, nous demandons qu'il faut la recomposer. Ce n'est pas certain qu'on l'ait, mais à tout le moins, que tous les candidats, les partis qui ont un candidat, le délégué dans les bureaux de vote ou le représentant dans le bureau de vote, il faut qu'il soit pris en charge par le budget des élections. On ne peut pas comprendre que les partis qui sont à la CENI, il y en a même qui n'ont même pas de candidat, mais ils sont à la CENI, et ils vont là-bas parasiter les CENI. On sait pour qui, parfois... ils penchent pour un camp et non, ce n'est pas normal. Il faut donner des égales chances à tous les candidats au départ. Voilà ce que nous demandons à ce niveau-là. Il faut que tous les partis, tous les candidats à l'élection présidentielle, leur parti, ou même si c'est candidat indépendant, leurs représentants dans les bureaux de vote, soient pris en charge au niveau du financement. Qu'est-ce que vous mettez dans prise en charge? Non, les perdièmes qu'on paye aux représentants dans les bureaux de vote. Souvent, c'est les partis, les candidats qui les supportent lorsque vous n'êtes pas membre de la CENI. Ce n'est pas normal. Alors que les candidats dont les partis sont à la CENI sont financés sur fonds de l'État. Ça crée 2 poids, 2 mesures. Oui, mais ça, c'est des candidats de la CENI. Pour un présidentiel, un candidat à la présidentielle, est-ce que c'est bien séant de commander ces perdièmes pour ça? On ne commande pas, c'est un droit. L'élection présidentielle n'est pas n'importe quoi. On élit un président qui conduit à la destinée d'un pays. Donc, et ce n'est pas, l'État n'est pas là pour faire des profits. Il est là pour l'intérêt général. L'élection présidentielle participe de l'intérêt général. Quoi qu'on dépense pour que ces élections-là soient crédibles, l'État a l'obligation de le faire. Ils ne sont pas là pour faire des profits, encore moins des pertes. Mais ça doit être prévu. Un État, il doit pouvoir prévoir ça. S'il y a une élection présidentielle, l'ensemble de ces éléments-là doit pouvoir être pris en compte dans le budget. Donc, si vous avez 20 candidats à ces élections, l'État prend en charge les représentants de l'ensemble des 20 candidats dans les bureaux de vote. C'est votre proposition? C'est ma proposition. Parce que c'est ça qui fait que beaucoup de partis n'arrivent pas à mobiliser des gens dans les bureaux de vote. Parce qu'il y a plus de 3600 bureaux de vote. Si vous devez mobiliser pour chacun des représentants à peu près 2000 francs, faites un peu le calcul. Un peu plus maintenant, il me semble qu'on a 5000 bureaux de vote. 5000 bureaux de vote. 5000 bureaux de vote, si vous devez donner au moins 2000 francs par représentant, votre représentant dans le bureau de vote, imaginez, faites un peu le calcul. Ça pèse lourd. Au même moment, d'autres partis politiques qui ont des candidats ou qui n'ont même pas de candidats bénéficient
de l'appui de l'État. C'est anormal. Voilà. Donc, en dehors du vote de la diaspora, la représentation des candidats dans les bureaux de vote. Oui, si on peut élargir également. Si on peut, ce que vous évoquez jusque-là, il me semble que ce sont des conditions mineures. Hein. C'est pas mineur, c'est majeur. Il faut également que la période de recensement de 3 jours là, soit revue. Parce qu'on ne peut pas, on sait que beaucoup de Togolais, en 2018, n'étaient pas allés se faire enrôler. Il faut élargir le champ. Il faut donner à peu près au moins une semaine pour que ceux qui veulent aller prendre leur carte d'électeur aillent le prendre. C'est un droit, ce n'est pas, ils ne demandent pas. C'est un droit pour les citoyens d'avoir sa carte d'électeur. Lors de la phase de prorogation de 2018, on a vu que durant les 3 jours, les machines n'avaient pas bien fonctionné. Tout cela doit être revu. Il faut craindre encore. Il faut craindre peut-être, il faut que le gouvernement montre sa bonne foi et qu'il mette tous les moyens en œuvre pour qu'on n'ait pas... Pourquoi vous parlez de bonne foi? Vous pensez que le gouvernement peut... Non, c'est lui qui offre les machines. Si une fois, vous avez mis sur place, vous avez déroulé un matériel qui ne marche pas et que vous ne corrigez pas, ça fait une mauvaise foi. Le gouvernement, il a tous les moyens pour le faire. Pourquoi vous parlez de mauvaise foi? Mais ils ont tout intérêt à ce qu'on n'ait pas des choses à leur reprocher. Mais lorsque ils s'en contentent, le gouvernement doit tout faire à la perfection. On a déjà eu la preuve que dans la phase de prolongation de 3 jours en 2019, il y a eu des problèmes pour les locales, n'est-ce pas? Donc, il doit prendre toutes les mesures pour que cela ne puisse plus arriver en 2000 pour le recensement qui est annoncé. Pour le recensement qui vient d'ailleurs, c'est imminent. Est-ce que vos militants sont prêts à aller se faire enrôler? Nous appelons tout le monde à aller se faire enrôler. Et je profite de votre antenne pour lancer encore un appel à l'ensemble des Togolais de braver toutes les difficultés qui peuvent naître ou qu'on connaît pour faire le pied de grue là-bas le jour, durant les 3 jours ou plus, pour se faire enrôler sur les listes électorales. C'est leur droit. Ce n'est pas, ils ne commandent pas, c'est un droit du citoyen. Le code électoral sera révisé donc la semaine prochaine, probablement. En dehors de ce que vous avez évoqué tantôt, est-ce que pour vous, il est nécessaire d'introduire d'autres changements pour la transparence, l'équité? Oui, c'est ce que nous disons. Pourquoi ne pas faire en sorte que, sur l'ensemble, c'est ce qui se fait au Niger, c'est ce qu'on a vu dans beaucoup de pays, c'est-à-dire que la CENI est composée de certains individus qui constituent la matrice, mais auxquels s'ajoutent les représentants de l'ensemble des candidats à l'élection. Un parti qui a un candidat a des représentants à tous les niveaux de l'organisation des élections et qui sont pris en charge au niveau du budget des élections. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut faire également chez nous. En 2015, est-ce que vous avez déployé des représentants en tant que candidat? On a déployé. Vous avez il y avait même... En termes de pourcentage, combien de bureaux de vote? On a couvert le maximum, mais malheureusement, vous savez, avec des maigres ressources, ça n'a pas fait le poids parce qu'on n'a pas suffisamment d'argent. Vous n'avez pas beaucoup de moyens pour prétendre être candidat? Mais écoutez, une élection présidentielle, ça ne se joue pas à 100 millions de francs près. C'est beaucoup plus d'argent. C'est pourquoi je dis que nous attendons que la Cour des comptes publie les comptes de campagne des partis, des comptes que des gens ont produits après les présidentielles 2015 pour voir qu'une élection présidentielle, ce n'est pas du n'importe quoi. Vous avez dépensé combien en 2015 comme Je vous dis, candidat? La Cour des comptes n'a qu'à publier les comptes. Vous avez dépensé combien? Je n'ai pas besoin de vous le donner, c'est consigné dans les comptes que nous avons remis à la Cour des comptes. Puisque vous souhaitez je ne peux pas anticiper une publication de ces rapports, pourquoi vous ne prenez pas l'exemple? On a dépensé plus de 150 millions pour les élections présidentielles en 2015. 150 millions? Plus de 150 millions. Les rapports que vous avez envoyés à la Les Cour... rapports avec les preuves à l'appui, parce qu'il y a des dépenses qu'on fait qui ne sont pas quittancées. Quand on sort de l'argent pour organiser, pour acheter à manger, faire certaines choses, il n'y a pas de reçu. Mais celles qui ont été quittancées avoisinent dans les 135 millions. Qui vous a financé? Il y a nos fonds propres, il y a des dons que nous avons reçus des amis. De nos soutiens qui nous ont aidés à pouvoir tenir ce compte de campagne. Et pour 2020, est-ce que vous pensez que vous pouvez réunir autant de moyens? C'est pour ça que nous convoquons le Congrès pour voir par rapport
à tout ce que nous pouvons mettre en jeu pour pouvoir aller à ces élections. Alors, quel type de président souhaitez-vous pour le Togo en 2020? Un président rassembleur. Parce que tu sais, le Togo, comme je le disais tantôt, il faut casser les murs qu'on a érigés. Il faut construire plutôt des ponts. Nous avons besoin de pacifier ce pays, faire en sorte que nos différences, quelles qu'elles soient ethniques, religieuses ou culturelles, puissent être des ferments pour le développement de notre pays, les célébrer. Cette histoire nord-sud, ethnique, tout cela, il faut un président qui sache, au niveau institutionnel, inclure un certain nombre de démarches qui feront en sorte que les Togolais ne se considèrent d'abord que Togolais avant de voir leur paroisse. Et que mettre tous les Togolais sur les mêmes chances. Parce que la jeunesse aujourd'hui, elle est celle qui souffre le plus de nos errements politiques. On ne peut pas comprendre que des gens sortent de nos universités et qui ne trouvent rien à faire. Donc il faut un président qui réfléchisse à voir comment reformuler l'école. Il faut créer plus d'écoles professionnelles, des centres de formation professionnelle et d'orientation, mettre en place des structures qui prennent en charge l'encadrement de cette jeunesse-là pour qu'elle cesse de errer. Parce que c'est ça le véritable enjeu de demain. Une jeunesse qui est désespérée, qui perd ses repères, c'est une bombe à retardement. Aujourd'hui, avec les phénomènes de l'insécurité, avec tout ce que nous connaissons comme phénomène djihadiste, écoute, ils recrutent où? Parmi la tranche de la population la plus mécontente. C'est pour ça qu'il faut agir en amont. Un président de la République doit être celui qui doit être assez ouvert et penser d'abord à donner à l'ensemble des Togolais le minimum pour qu'ils puissent se sentir véritablement comme des humains. Est-ce que vous avez ce profil? C'est à vous de me le dire, si ce que je dis là. Est-ce que... je ne suis pas militant du MCD. Non, mais vous êtes citoyen togolais après tout. Hein? Nous faisons tout ce que nous faisons. Nous avons notre projet de société qu'on est en train de réécrire. Mais si nous devons, si le Congrès décide dans les prochains jours qu'on aille, on va le déployer, on va le publier. Vous ferez bien quelle est l'offre politique du MCD pour 2020. Oui, vous, en tant que candidat, par exemple, c'est une supposition. Vous venez de Sokolé, de la même région qu'un certain Tikpi Tchadam. Vous êtes musulman. Est-ce que ce sont des clichés qui vont jouer contre vous ou pour vous? Moi, je refuse de m'inscrire dans ces clichés-là. C'est ça tout ce qui fait que le pays-là n'avance pas. Nous devons prendre les hommes, qu'ils soient musulmans, chrétiens, athées, qu'ils soient Évé, Kabier, Kotokoli, Tem ou tout ce qu'on sait. L'important d'abord, c'est ce que chacun a, ce qu'il peut offrir à ce peuple. C'est pourquoi je dis que le bon profil d'un candidat, c'est celui qui sait transcender l'ensemble de ses contradictions, qui peut puiser dans toutes ces contradictions les éléments indispensables pour faire le pont et construire l'avenir de ce pays. Vous savez, le Togo, nous ne pouvons pas prendre ces contradictions-là comme une malédiction. C'est plutôt une chance à saisir. Hein? On a quelque chose les uns à compléter pour les autres. Vous savez, quand vous revisitez l'histoire de ce pays, on a comme l'impression que nos aïeux ont été plus intelligents que nous. Moi, je connais pas mal de choses qui se sont passées avant même la colonisation, entre Tchaoudjo et Anéro. Il y a eu de ces pactes-là qui ont été tissés. Vous savez ce qui lie les gens de Sokodé aux gens de Dapan. Vous savez ce qu'il y a entre les gens, les Kabiers et les Thèmes à cette époque-là. Il y a beaucoup de choses qu'ils ont tissées et qui ont fait que ce pays, avant même la colonisation, ce pays-là vivait en paix. On ne voyait pas ces différences. Aujourd'hui, nous, leurs descendants, compte tenu de ces petits intérêts égoïstes à la fois politiques, nous voulons tout casser. Nous voulons méconnaître ça. Vous savez, si vous voulez un jour, sur ce plateau ou ailleurs, je vous dirai ce que je sais de ce que mes parents m'ont dit, du lien qui existe entre plusieurs communautés au niveau national. Donc, ils ont été plus forts, plus intelligents que nous, mais c'est aujourd'hui, nous qui voyons dans ces différences-là des freins. Mais plutôt, c'est des choses à célébrer. Quelles sont vos relations avec Tikpi Tchadam? Tikpi Tchadam, c'est un responsable de parti politique. Je l'ai connu, on était ensemble au PDR. Aujourd'hui, il fait ça, il a fait ses marques, nos relations sont bonnes. Bon, on n'a pas beaucoup de choses
bon, vous savez, chacun a sa voix. J'ai ma voix, il a sa voix. Bon, écoutez, chacun évolue dans sa sphère. Vous continuez de vous voir? Est-ce que toi, tu l'as encore vu? Il n'est pas sur le territoire. Moi, je ne sais pas où il est. Malheureusement, s'il était là, on se verrait, on échangerait beaucoup comme on le faisait. Dans le cadre d'une stratégie électorale, est-ce qu'il est possible de travailler avec le PNP? Bon, pourquoi pas? Nous sommes ouverts à tout pour toutes les formations politiques si demain nous sommes candidats, parce que nous ne voulons pas de faire du sectarisme au Togo. Le Togo, c'est un pays que nous avons en commun, que nous devons construire ensemble. Donc, on est ouvert à tout le monde. Et dernière question pour 2020, est-ce que vous pensez que les élections vont se dérouler dans le calme comme les dernières que le pays a connues? C'est tout le vœu que nous faisons. C'est pour ça qu'en amont déjà, il faut que le gouvernement réfléchisse à corriger tout ce qui pourrait être les germes de la déstabilisation, tout ce qui peut conduire à la contestation, au rejet des résultats des urnes. Donc ils ont tout pour mieux faire. Et nous comptons sur eux qu'ils vont écouter pour une fois les voix comme les nôtres, qui ne sont pas aussi violentes, mais qui suggéreront des choses faisables pour que nous puissions corriger ensemble ce qui a lieu de faire pour que le Togo retrouve la sérénité après 2020. Est-ce que les contestations ne sont pas nourries parfois aussi par la mauvaise foi? Bon, la bonne ou la mauvaise foi ne se fondent que sur ce qu'on sert. Il ne faut pas donner de prétexte à des gens de mauvaise foi de pouvoir justifier leur mauvaise foi. C'est pourquoi nous disons que le gouvernement a tous les leviers, tous les moyens pour faire en sorte que les gens de mauvaise foi ne puissent trouver des champs d'expression. Vous disiez tantôt que votre voix n'est pas aussi violente que d'autres. Vous faites allusion à qui? Bon, nous nous inscrivons, vous savez, moi, j'ai toujours fait de la non-violence mon cheval de bataille. Je dis toujours que, en tant qu'individu, je n'ai pas de moyens pour acheter des armes. Même si j'en avais, je n'ai pas de personne qui porterait ces armes contre tout Togolais. Et s'il y en a de volontaires qui veulent porter des armes, je n'ai pas de Togolais sur qui il faut tirer. Donc, je suis partisan de la non-violence. Je cultive cette non-violence. Je crois qu'on peut bâtir ce Togo-là sans passer par la violence. Toutes ces personnes qui sont mortes pendant les événements, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a gagné? On ne peut pas savoir quel est l'état d'esprit de leurs parents, de tout ce qu'elles vivent aujourd'hui. Hein? Il faut éviter que le sang ne coule encore sur ce pays. Prions, quelles que soient nos divergences, quels que soient les problèmes qu'on puisse avoir, célébrons la vie au lieu de détruire la vie. Nous nous battons pour la vie, nous nous battons pour le bonheur pour tous, mais nous ne pouvons pas sacrifier des vies humaines pour pouvoir satisfaire nos intérêts politiques et égoïstes. Votre localité a été particulièrement meurtrie par ces événements. Je suis toujours meurtri par rapport à ça, je connais des personnes. Quelle est la situation aujourd'hui? La situation, elle est calme, mais écoutez, la population s'est vidée. Le Sokodé est aujourd'hui une ville presque fantôme. Beaucoup de jeunes qui ont quitté la ville ne sont pas revenus. Et puis bien, la présence toujours aux entrées de la ville des forces militaires qui contrôlent n'est pas aussi de nature à encourager que les gens reviennent. Tout ce que nous demandons, c'est que la sérénité revienne et que bon, les Togolais commencent par se regarder beaucoup plus en citoyens d'un même pays et non comme des ennemis dans ce pays. Et en tant que politique, est-ce que vous avez des diplomaties de couloir pour ramener au pays vos compatriotes qui se seraient enfuis? On le fait, on fait du mieux qu'on le peut. On leur parle, on leur dit, mais écoutez, vous n'allez pas parce que les conditions, l'exil, ce n'est pas une bonne chose. Hein? Malheureusement, bon, nous faisons tout pour que les choses s'arrangent. Malheureusement, les gens, quand ils ont des peurs, tu n'as pas les moyens de leur garantir ce qu'ils redoutent. Mais le vœu que nous faisons, c'est que tout ce qu'on fera dans les prochains jours, mois à venir, au niveau du gouvernement, au niveau de la classe politique, on travaille à pouvoir faire en sorte que la violence quitte ce pays. Maître Tiassouna Traoré, c'est votre dernière cartouche 2020? Je ne sais pas encore. Je ne suis pas Dieu. Dieu est là. Je suis croyant. Je crois en Dieu. Et tant qu'il me donnera encore un souffle de vie, lui seul sait guider mes pas. Et je ne saurais dérober à la mission que j'aurais assumée en tant que
créature divine. Mais est-ce que vous n'aurez pas pris votre retraite avant 2025? Écoutez bien, je ne sais rien, seul Dieu décide de tout. Merci, Maître Mohamed Tiassoura Traoré. C'est moi qui vous remercie. Président donc, du mouvement citoyen pour la démocratie et le développement MCD. C'est moi qui vous remercie. Futur probable candidat pour 2020. En tout cas, vous là, vous êtes téméraire, hein? À déterminer, À déterminer. Dans les jours, à confirmer dans les jours à venir. Voilà. Merci. Merci. Et nous arrivons donc à la fin de notre forum de cette semaine. Merci de votre aimable attention. Dans un instant, c'est une nouvelle édition du journal sur votre chaîne. À très bientôt.